taxer l'héritage. Faut-il taxer l'héritage? C'est moralement, éthiquement juste de taxer l'héritage et économiquement c'est efficace, ça marche. Supposons que oui, ce soit à la fois moralement juste et économiquement efficace. Du coup, oui, il faudrait taxer cet héritage de 30%, 50%. Peut-être faudrait-il plutôt un impôt progressif, comme c'est le cas en France, où plus vous héritez et plus vous serez taxé. Peut-être faudrait même aller jusqu'au bout de la question et taxer l'héritage de 100%. Commençons par la question éthique. Et pour discuter de cette question éthique, je vais utiliser deux concepts sur le problème de l'égalité. Je vais parler de l'égalité des conditions et de l'égalité des positions. Qu'est-ce que c'est? L'égalité des conditions, c'est l'égalité des individus face à la loi. Nous sommes tous égaux face à la loi. Nous avons tous le droit à recourir à un avocat, aller voir les médecins, être traité dans un hôpital, entreprendre un voyage de loisirs ou d'affaires si nous en avons le besoin, emprunter les transports en commun. Nous avons jouissance de toute une série de droits qui dérivent du simple fait que nous sommes des personnes, des citoyens. Discriminer par rapport à ce droit-là, c'est-à-dire affirmer et ensuite appliquer une différence d'accès à la justice, d'accès à l'instruction, d'accès au droit de faire un voyage ou de participer à toutes sortes d'activités, par exemple politiques, revient à violer une inégalité des conditions. Il y a généralement un consensus assez large autour de l'idée que l'inégalité des conditions est incompatible avec le fonctionnement d'une société juste et de genre démocratique telle que celle dans laquelle nous vivons. Nous avons une intuition assez forte du fait que interdire aux femmes d'accéder aux études, aux noirs d'accéder au transport en commun et de monter sur un bus, ou de décider que les juifs doivent payer des frais de scolarité 3 fois plus élevés que les autres, ou n'importe quelle autre de ces discriminations qui ont pu exister par le passé, mais que nous n'utilisons plus, est injuste. Nous avons cette idée-là d'injustice, je pense, pour fondamentalement 2 raisons. D'un côté, nous estimons qu'il n'y a rien de mal à appartenir à un de ces groupes. Il n'y a rien de mal à être une femme, un juif ou un noir. Et de l'autre côté, que les individus ne choisissent pas le groupe d'appartenance dans lequel ils se retrouvent à la naissance. Par le passé, on a peut-être pensé à d'autres moments de l'histoire qu'il y avait quelque chose de mal à être le membre d'un de ces groupes, mais comme aujourd'hui nous estimons que ce n'est pas le cas, nous estimons aussi qu'il est profondément injuste de discriminer par rapport à ce genre de critères. L'inégalité des positions concerne ce qui échappe à la sphère légale. Nous savons que les individus dans la société ne sont pas tous égaux, il y a des pauvres et des riches, et c'est vrai par rapport au capital économique, mais aussi par rapport au capital culturel. Le discours à propos de cette inégalité-là de richesse est plus compliqué que la question de l'inégalité des conditions. Parce que, en général, les personnes qui ont davantage de talent, davantage d'habilité, davantage de génie, ou tout simplement qui font davantage d'efforts ou qui ont plus étudié, donc ont un capital culturel plus important, gagnent plus. Et nous avons aussi l'intuition forte que ce traitement économique inégal est partiellement justifié. Pourquoi? D'un côté, parce que nous pensons que le dévouement aux causes communes, les génies et le talent, ou encore l'effort, relèvent du mérite. Et donc,
qui est discriminé au niveau de la récompense financière de ses talents est justifié parce que ça revient à récompenser le mérite. Et d'un autre côté, nous pensons que récompenser le mérite encourage les individus qui ont des talents particuliers, qui ont une envie particulière de mettre ces talents à bon profit, fait que la société fonctionne mieux parce que du coup, ces individus donnent plus à la cause commune. Donc, quelque part, la récompense pécuniaire est un mécanisme d'encouragement à bien faire lorsque les gens ont du talent. J'appelle cette inégalité-là l'inégalité de position, suivant un terme que j'emprunte à Léon Walras. Puisque nous n'avons pas tous les mêmes habilités, la société nous laisse partiellement libres d'exprimer au mieux ce que nous savons faire et nous encourage à nous exprimer au mieux à travers une récompense pécuniaire. Et cette inégalité-là, l'inégalité des positions, est sujette, et bien sûr, à des critiques, mais généralement nous répugne beaucoup moins que l'inégalité des conditions. Je sais, vous avez plein d'objections par rapport à tout ça, vous avez plein de choses à dire sur c'est juste, c'est pas juste, c'est vrai, c'est pas vrai, le mérite, j'aime, c'est une bêtise absolue, notre société n'est pas assez méritocratique, elle l'est trop. Mais moi, je vais esquiver toute cette question-là aujourd'hui parce que je suis là pour vous parler d'héritage. Et l'héritage est de toute évidence quelque chose qui relève de l'inégalité des conditions, pas des positions. Personne ne mérite d'être fils d'un riche. Personne n'est coupable d'être fils d'un pauvre. C'est le hasard de la vie, on n'y est pour rien. Et si on réfléchit un tout petit peu là-dessus, le droit à l'héritage n'est pas très différent du droit à un titre de noblesse ou d'une discrimination sur la base de la race ou du genre. Parce que il n'y a rien de mal à être fils de pauvres plutôt que fils des riches, et de toute façon, nous ne choisissons pas notre condition de naissance. Mais c'est combien d'argent l'héritage? Piketty, dans son Capital au XXIe siècle, nous donne un ordre de grandeur. Il dit que environ un quart de ce que les Français moyens gagnent dans sa vie provient de l'héritage. Et j'ai bien dit en moyenne. Parce que, évidemment, si vous êtes né dans une famille qui n'a rien, vous héritez de rien. Et si vous êtes né dans une famille qui est très riche, vous héritez parfois des fortunes extrêmement conséquentes. J'insiste encore une fois sur la question de mérite par rapport à une taxe sur l'héritage. D'habitude, les gens qui se revendiquent plutôt libéral n'aiment pas les taxes. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'une taxe est quelque chose qui enlève à un individu une partie de ce qu'il a gagné par son travail et donc qu'il a mérité pour le redistribuer dans le pot commun. Or, ce genre de mécanisme de redistribution de ce qui mérite vers tout le monde encourage toutes sortes de comportements du genre paresse, fainéantise, escroquerie, manque d'envie de s'impliquer dans la vie. C'est la fable de la cigale et de la fourmi, n'est-ce pas? Mais taxer l'héritage, et même taxer l'héritage à 100%, est parfaitement compatible avec une conception méritocratique des celles les plus absolues. Vous pensez peut-être qu'un individu devrait pouvoir disposer de son argent comme bon lui semble, s'il a envie de le jeter par la fenêtre, qu'il le fasse, s'il a envie de le laisser à ses enfants, qu'il en soit libre aussi. Mais quelque part, la différence entre jeter son argent par la fenêtre et laisser l'argent à ses enfants, c'est que si je le jette par la fenêtre, je suis là pour voir l'argent qui s'envole dans le vent, mais je ne suis plus là au moment où quelqu'un hérite de mon capital.
Et on peut tout à fait se demander dans quelle mesure une personne qui n'est plus devrait encore jouir dans quelconque genre de droit. Au XIXe siècle, plusieurs penseurs ont suggéré des taxes et l'héritage, ainsi que d'autres sources de revenus qu'ils estimaient ne pas venir du travail et donc de l'effort des individus. Par exemple, Henri Georges, mais par exemple aussi François Huet, proposèrent des réformes fiscales très radicales. Georges aurait voulu taxer l'héritage, mais aussi la rente foncière et la rente minière à 100%, parce que les revenus du travail d'extraction et du labeur de la terre, à lui, il est légitime, mais selon Georges, la rente ne l'est pas, parce qu'elle n'a pas d'équivalent en termes d'efforts fournis. Dans une lignée semblable, Valras proposa que l'État rachète les terres aux propriétaires et les loue ensuite aux paysans. Cette rente-là, que les paysans auraient payée à l'État, aurait permis de financer les dépenses de l'État et donc d'abolir tout autre genre de taxes. Valras, qui dans cela avait une idée qui était proche de celle d'Henri Georges, restait tout de même favorable à l'héritage en avançant un argument qui est avancé encore aujourd'hui: abolir l'héritage selon Valras décourage l'épargne des individus, et l'épargne est une bonne chose d'un point de vue économique, en tout cas c'est ce que pensait Valras. Mais que penser aujourd'hui? Est-ce que Georges a raison et une taxe de 100% sur l'héritage suffirait à combler les besoins de l'État, par exemple? Est-ce qu'on pourrait remplacer tous les impôts par une taxe sur l'héritage et de cette manière-là faire fonctionner un État moderne? La réponse, malheureusement, c'est non. Une taxe sur l'héritage permettrait de diminuer la pression fiscale, ça c'est sûr, si on voulait faire ce genre de choix-là, mais elle ne permettrait pas de combler aux besoins de l'État. Mais économiquement, est-ce qu'une taxe sur l'héritage est une bonne idée? Est-ce que c'est efficace? Eh bien, on a autrefois parlé des taxes, je vous mets le lien en bas en description, et nous avons notamment parlé des taxes comme la TVA qui sont proportionnelles à la quantité des marchandises vendues. Ce sont des taxes sur les biens de consommation. Et on a vu que ce genre de taxes ont deux effets. Premièrement, si vous taxez un bien, en général, le prix de ces biens augmentera. Pourquoi? Parce que cette taxe sera en partie payée par l'individu qui vend le bien, mais en partie payée par le consommateur. Et de l'autre côté, puisque le prix de la marchandise augmente, la quantité consommée de cette marchandise diminue. Donc, fondamentalement, ce genre de taxes-là, comme la TVA, des taxes liées à la consommation, font à la fois monter les prix et diminuer les consommations, ce qui n'est pas tout à fait génialissime, n'est-ce pas? En avoir moins un peu plus cher, ce n'est pas le rêve ultime du consommateur. Par contre, une taxe sur l'héritage n'a pas ce genre de conséquences fastidieuses. Certes, celui qui hérite peut consommer davantage au moment où ça lui arrive d'hériter. Mais c'est assez difficile, voire impossible de prévoir quand cela nous arrive, et nous comptons rarement sur l'héritage pour construire nos plans de consommation. Donc cela affecte bien sûr nos plans économiques, mais il les fait de façon moins directe et moins impactante que des impôts comme la TVA ou le prix sur l'essence. Et donc une taxe sur l'héritage semble non seulement moralement plus défendable, mais aussi économiquement moins nuisible qu'une taxe sur les prix des marchandises. Il y a hélas une contrepartie, les taxes sur l'héritage s'avèrent susceptibles d'être évadées. En effet, l'héritage, qui est souvent une forme d'épargne que nous transmettons à des personnes qui sont proches, peut être légué sous forme de dons, de ventes fictives, avec d'autres escamotages, dans la mesure où nous avons un rapport de confiance envers les personnes avec lesquelles nous passons ce genre très particulier de transactions commerciales qui est l'héritage. Quelque part, faire les dons de sa maison à ses enfants contre la promesse qu'ils nous laisseront y habiter jusqu'à la fin de nos jours, ou faire une
transaction fictive dans laquelle on écrit sur une feuille de papier qu'on a vendu alors que l'argent ne passera jamais de main de nos héritiers aux nôtres, est un risque raisonnable parce que nous avons un rapport de confiance avec ces héritiers qui généralement n'est pas là dans les transactions commerciales normales. En échange, la TVA, par exemple, est une taxe très difficile à fuir. Le seul moyen serait d'acheter au noir, et en général, une entreprise qui achète trop ou qui vend trop au noir finit par se faire prendre parce qu'elle est facile à détecter. Je sais qu'il existe une résistance naturelle à l'idée de taxer l'héritage, qui est liée à notre tendance à considérer que les propriétés de la famille sont quelque part, en quelque sorte, des propriétés communes à tous les membres de la famille. Ces rapports d'affection justifient probablement que les très petits capitaux ne soient pas taxés lors d'un héritage, qui sont de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'euros, mais la question reste différente lorsque le patrimoine s'élève à des centaines, voire à des millions d'euros. Je vous invite à y réfléchir. Serez-vous prêt à perdre la moitié ou la totalité de votre héritage? Et si ça vous dérange, êtes-vous capable de dire pourquoi? Pourquoi c'est juste? Pourquoi on peut accepter cette inégalité de conditions? Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci et à bientôt à la table des économistes.